déchets alimentaires et économie circulaire. Alors, je vais me permettre de vous présenter nos invités. Sandrine Costa, bonjour madame, vous êtes chercheuse en bioéconomie. Vous venez de INRAE, l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Marc Ferrieux, qui est de la société Oui Compost. Vous nous expliquerez ce que c'est tout à l'heure. On a également avec nous Pablo Croff, qui est responsable d'un programme en recherche et développement bioénergie et bioraffinerie pour le groupe Suez à Paris. Et il nous parlera d'un projet qui s'appelle Décisive. Enfin voilà, monsieur Floyd Novak, vous êtes conseiller à la métropole de Lyon. Merci de nous rejoindre. Alors tout de suite, Sandrine, je vais vous laisser la parole parce que vous allez nous donner quelques éléments déjà pour bien comprendre de quoi on parle, quelques données chiffrées, la quantité d'aliments gaspillés dans le monde, on parle de déchets, vous nous parlerez de biodéchets, vous nous expliquerez ce que c'est qu'un biodéchet et aussi comment nos déchets sont gérés. Je vous en prie, madame, à vous d'ouvrir la conférence. Merci beaucoup. Oui, donc... Alors, parlez bien près du micro. Ah oui, voilà. Il ne faut pas que je tourne la tête. Et vous regardez notre public. Oui, j'ai toujours tendance à tourner la tête. Donc voilà, je vais vous donner, en fait, vous expliquer de quoi on parle, c'est-à-dire donner quelques définitions et quelques chiffres. Donc je ne sais pas, diapo suivante, comment ça se passe pour les diapos? On ne vous a pas donné la petite... voilà, c'est à vous. Vous appuyez sur la touche verte. Je vais essayer d'appuyer sur la touche, parler dans le micro et tourner les feuilles. Non mais ça va aller. Si j'y arrive pas... voilà. Ça devrait fonctionner. Voilà. Ah voilà, ça marche, nickel. Voilà, donc qu'est-ce que je vais définir en fait? C'est déjà le gaspillage alimentaire et les déchets alimentaires, les biodéchets. Donc précisément à quoi on fait référence, donner des ordres de grandeur et exposer un petit peu ce que c'est que l'économie circulaire, sachant que pour tous ces éléments-là, il y a plein de définitions. Donc je vais vous en donner une. Alors, qu'est-ce que c'est que le gaspillage alimentaire? Donc, je vous ai indiqué ici la définition qui a été retenue par le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire et qui est retenue également par l'ADEME. Et c'est une définition que je trouve intéressante pour plusieurs raisons. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le gaspillage alimentaire, en fait, c'est toute nourriture qui est destinée à la consommation humaine et qui, au cours de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée. Donc, ce qui est intéressant dans cette définition, c'est qu'elle spécifie bien que c'est de la nourriture destinée à la consommation humaine. Donc, on exclut ce qui est destiné à la consommation animale. Deuxième élément important, je trouve, c'est cette idée de perdu, jeté, dégradé. Donc, il y a des mots comme perdu qui montrent bien que le gaspillage n'est pas quelque chose d'intentionnel. Et c'est une idée qui est quelquefois assez fréquente dans l'esprit des gens, c'est on gaspille, oulala, c'est pas bien, les gens font pas attention, oui, ils le font volontairement. Non, c'est tout un enchaînement de circonstances qui amènent aux pertes et au gaspillage. Donc après, je vous ai proposé 3 questions. Bon, c'est pas interactif, je suis désolée, mais vous pouvez y réfléchir et puis je vous donne les chiffres ensuite. On essaiera quand même d'échanger en fin de conférence. Ah, mais je les donne. Allez-y, je vous en prie. Donc, première question, à votre avis, au cours d'un repas à domicile, en moyenne, quelle quantité est gaspillée? Donc, pour une personne, un repas à domicile, essayez d'imaginer quelle quantité. Deuxième question, alors là, on va faire l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire qu'on part de la récolte et on va jusqu'à la consommation en foyer ou hors foyer, mais jusqu'à ce que le produit soit mangé. Si on comptabilise toutes les pertes et gaspillages dans toute la filière, à votre avis, quel pourcentage de la récolte
en légumes, est gaspillé quand on comptabilise tout ça en pourcentage. Même question pour les produits animaux. Voilà, essayez d'imaginer ces chiffres. Et donc, hop, voilà, je vous les donne. Et donc, en moyenne, une personne au cours d'un repas va jeter 30 grammes. Donc 30 grammes, je ne sais pas si vous visualisez, mais pour visualiser, dites-vous qu'une baguette de pain, c'est 250 grammes, un yaourt, c'est 150 grammes. Donc voilà, vous visualisez la quantité. Hein, donc on voit bien que c'est peu au niveau individuel. Et ça, c'est une caractéristique finalement de toutes les pertes et gaspillages. Les calculs de l'ADEME ont montré que finalement, au niveau individuel, c'est relativement peu. Par contre, quand on comptabilise ça sur l'ensemble d'une filière, ça commence à faire beaucoup. Et donc, si on regarde sur l'ensemble de la filière des légumes, on arrive à 24% de la récolte destinée à la consommation humaine, hein, qui est gaspillée. Et sur les produits animaux, donc c'est lait, fromage, viande, on arrive à un total de 13%. Donc globalement, ça n'est pas négligeable. Et à l'échelle d'un foyer, si on comptabilise toutes ces petites pertes sur un foyer sur une année, ce n'est pas négligeable non plus. Ça a été évalué en termes financiers à une centaine d'euros par personne par an. Alors, diapo suivante, donc c'est sur un chiffre global sur l'ensemble des produits. Donc ça, ce sont toujours des chiffres qui ont été élaborés par l'ADEME. Donc on arrive à 10 millions de tonnes gaspillées en France, ce qui correspond à 16 milliards d'euros et 15 millions de tonnes de CO2. Donc on voit bien qu'il y a des enjeux économiques, financiers, environnementaux, mais il y a aussi des enjeux très importants en termes de gestion des déchets. Donc si on passe maintenant à la question des déchets, donc là je vous ai représenté finalement ces différents types de déchets. Donc dans les déchets alimentaires, il y a le gaspillage alimentaire, mais il y a aussi des déchets qui ne sont pas comptabilisés comme du gaspillage parce qu'ils ne sont pas consommables. Donc typiquement, c'est la peau de banane, l'os, etc. Donc ça fait partie des déchets alimentaires également. Et les biodéchets, donc ils incluent tous les déchets alimentaires, plus les déchets verts de jardin, plus les autres biodéchets. Donc typiquement, ça va être les déchets des produits organiques destinés par exemple à la consommation animale. Voilà, donc là vous avez les différents types de déchets et donc globalement les biodéchets donc ils sont à un peu moins d'une trentaine de millions de tonnes en France. Et donc pour ces biodéchets on retrouve les mêmes enjeux finalement que pour le gaspillage alimentaire, c'est que derrière ça, il y a des enjeux financiers, des enjeux économiques, des enjeux liés à la gestion des déchets qui sont extrêmement importants. Et donc cette question des déchets nous amène à l'économie circulaire. Donc je vous ai mis ici deux définitions. Donc j'ai pris les définitions que je trouvais les plus parlantes, parce qu'il en existe beaucoup et elles ne sont pas toujours très explicites. Donc la première du ministère de la Transition écologique qui dit bien que l'économie circulaire, donc, c'est produire de façon durable en essayant de consommer le moins possible de ressources et en essayant de jeter le moins possible, enfin de générer le moins possible de déchets. Alors j'ai mis aussi la définition proposée dans Wikipédia parce qu'elle oppose l'économie circulaire à un modèle économique linéaire, enfin, ce qu'on trouve bien dans le terme circulaire d'ailleurs.
Et en fait, l'économie circulaire est très souvent représentée sous une forme circulaire, en l'occurrence, par opposition au modèle linéaire. Donc là, je vous ai mis un dessin du modèle économique linéaire traditionnel où on extrait des ressources, en tout cas au niveau agricole et alimentaire, on utilise des ressources naturelles pour produire. Ensuite, on transforme ça, ensuite on distribue ça dans des magasins, ça arrive dans la cuisine et au final, c'est consommé. Et finalement, à chacune de ces étapes, il y a des déchets qui sont générés, que j'ai représentés en gris sous le schéma. Et donc, avec l'économie circulaire, on va rajouter d'autres flux qui sont ici représentés en rouge, et qui vont aller finalement dans d'autres sens ou qui vont permettre de valoriser les déchets qui deviennent finalement des ressources. Et donc ces autres flux, ça va être typiquement donner des invendus à des associations, transformer des produits invendus, donc c'est l'exemple de Coco-Miette qui était ici. Qui fait de la bière avec du pain. Voilà, qui fait de la bière avec du pain. Donc, l'économie circulaire, c'est tout ça. Et c'est aussi réduire les déchets, puisqu'on va essayer d'avoir moins de flux de déchets. Voilà. Et donc, je peux passer la parole. Et aussi d'utiliser les déchets, on va en parler aussi. Voilà. Utiliser les déchets pour d'autres utilisations, on va en parler. Voilà, c'est ce qui est complètement à droite sur le schéma. Donc, les déchets qui deviennent des ressources, donc typiquement pour le compost ou l'énergie. Voilà, alors j'aimerais bien justement, Monsieur Novak, que vous nous parliez comment aujourd'hui la métropole de Lyon gère les déchets. Je sais qu'il y a des expérimentations qui sont lancées, notamment sur les déchets des marchés. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci d'être restés ou de nous avoir rejoints. Moi, je vous ai remis une petite slide parce que quand on est élu, il faut parler de nous. Donc non, moi, je suis Floyd Novak, donc je suis conseiller métropolitain, vice-président de la régie d'exploitation des déchets, et je travaille beaucoup avec Isabelle Petiot, qui est vice-présidente aux déchets, donc qui forcément porte largement ces politiques. Alors d'abord, rapidement quand même, pour vous donner un ordre d'idée de notre poubelle tout venant aujourd'hui, sur un grand lyonnais moyen. D'abord, pour un petit contexte, on est sur une logique post-extension des consignes de tri. Depuis janvier 2020, on a étendu les consignes de tri, notamment sur les emballages plastiques. Donc, ce qu'on constate, c'est que l'essentiel en fait de notre poubelle tout venant, le contenu peut être recyclé ou évidemment réduit, valorisé. Vous remarquerez bien entendu qu'on retrouve les déchets alimentaires comme premier gisement, comme gisement le plus important. Donc nous, on va essayer de porter en fait un certain nombre de projets. On va porter un certain nombre de projets dans une logique, effectivement, je rebondis sur ce qui a été dit, d'économie circulaire, c'est-à-dire faire mieux avec moins et surtout faire en sorte que le déchet, ce soit non seulement une ressource, mais aussi un vecteur d'emploi, de lien social, mais également de collaboration. Et je pense que ce genre d'événement montre bien que ça peut fonctionner. Pour vous donner un petit peu quelques chiffres, alors je ne vais pas les relire, mais peut-être le chiffre à retenir, c'est 60 kilos par an de déchets alimentaires, on l'a vu juste avant. Un autre exemple, aujourd'hui dans la restauration collective de nos cantines par exemple, c'est 30% de la nourriture qui est gaspillée, donc qui est perdue finalement. Tout ça, ce sont des ressources potentielles qui se retrouvent incinérées, ce qui est un petit peu dommageable. Et puis, au-delà de ça, on a une loi qui arrive et qui va nous demander d'offrir une solution finalement pour les biodéchets des habitants. Et donc, dans cette logique-là, du fait de cette loi, mais aussi du fait d'une ambition bien particulière en la matière, on a essayé de proposer des choses pour aller très très loin. Donc d'abord, évidemment, de manière assez générale, je le dis entre parenthèses, mais ça me paraît important de le préciser, c'est une prévention, une lutte contre le gaspillage alimentaire, donc en lien avec les personnes qui conçoivent les repas en restauration collective, qu'on va encourager, en lien également avec des subventions d'associations, des collectivités, aussi des mairies qui font déjà des choses en la matière, et puis peut-être aussi des marchés publics qui existent en matière de prévention. Mais ce qui va nous intéresser ici, effectivement, c'est trois aspects essentiels.
le compostage partagé, le compostage individuel et la collecte sélective. Alors, sur le premier, le compostage partagé, donc c'est un dispositif qui existe déjà depuis quelques années. Donc, si demain vous montez un collectif d'habitants, vous pouvez en fait déposer une demande sur la plateforme Tout2Go. Alors, c'est T2O, DEGO, ce sera marqué juste après. Voilà, et la métropole va prendre en fait complètement en charge financièrement votre demande. Bon, il y a un certain nombre de prérequis quand même, mais c'est relativement facile. Et surtout, vous aurez les formations, vous aurez tout le matériel mis à disposition, vous aurez un accompagnement dédié par une association. Alors, en fonction de si c'est en pied d'immeuble ou en quartier, l'association elle change, mais c'est soit Compostelle, soit Pistil. Voilà, en 2018, la métropole a renforcé ses ambitions en la matière, en ayant l'ambition du coup d'installer 110 sites par an. En 2020, avec le nouvel exécutif, on allait encore plus loin, avec 244 sites par an comme ambition, ce qui permet quand même de faire drastiquement progresser les gisements compostés. Et en plus de ça, c'est une initiative qui est extrêmement vectrice de lien social. On crée sur place de la collaboration entre habitants, du voisinage vivant. Et ça, c'est extrêmement intéressant, nous semble-t-il. Tout ça, c'est sans prendre en compte les établissements scolaires. Je le dis quand même, je le précise, installer un composteur. Donc les composteurs, on installe également, on prend tout en charge également pour les établissements scolaires. Le faire dans un établissement scolaire, l'avantage, c'est qu'on a un excellent projet pédagogique aussi. Ce qui n'est pas négligeable. Dans un deuxième temps, et je vais aller un petit peu plus vite, c'est la question du composteur individuel. Donc on a remis cette logique-là en place, on l'a fait gagner en ambition, 20 000 composteurs sur 2021-2022 qui doivent être distribués. Là aussi, c'est la même chose, on s'inscrit sur Tout2Go, c'est encore plus simple pour le coup. Et donc ici, les composteurs individuels, c'est uniquement bien sûr pour les pavillons, les maisons individuelles. Et puis, je prendrai un petit peu plus de temps sur cet aspect-là, c'est bien sûr la mise en place de la collecte sélective des déchets alimentaires. Donc ça va se passer à travers un système de bornes, une distribution de bioseaux à tous les usagers, et puis une collecte en fait 2 fois par semaine. Donc ces bornes, elles sont étanches, elles vont être nettoyées à chaque fois qu'on va collecter, donc 2 fois par semaine, encore une fois. Donc pas de problème de nuisibles particuliers, au contraire même, puisque ça va nous permettre d'enlever les biodéchets des poubelles tout venant et donc de réduire les problèmes d'odeur. Ça, c'est important de le préciser. En parallèle de ça, ça va nous permettre également ça va pas augmenter, je veux dire, le flux de camions en particulier, puisque ça va nous permettre de réduire le passage des camions pour le tout venant, des prestataires notamment. Alors, on va lancer très rapidement, comme vous le pouvez le voir, une expérimentation sur Lyon 7, qui va nous permettre de voir ce qui fonctionne, d'améliorer le dispositif d'ici à la généralisation. Donc on aura 150 bornes un peu plus qui vont être installées. Et ce dispositif, il va avoir aussi pour objectif d'accompagner des prestataires qui sont là aussi, qui sont des collaborateurs. Je pense aux alchimistes, je pense à WeCompost bien sûr, qui donc on a tout intérêt à les faire grossir, à les accompagner pour qu'ils puissent aussi avoir un gisement le plus important possible par la suite. Voilà, donc tout ça c'est dans l'objectif d'avoir une généralisation sur l'ensemble des quartiers urbains de cette collecte sélective, avec à terme une dizaine de plateformes de compostage qui seront installées. Bon, si je peux conclure peut-être en quelques mots rapidement. Pourquoi est-ce qu'on mise sur le compost ? Nous, on estime qu'on est dans une logique de résilience, on est dans une logique low-tech, on est dans une logique où on est sur quelque chose qui est facilement appropriable par les citoyens et qui nécessite aussi une participation citoyenne, et que derrière, on a la possibilité d'obtenir un produit qui est extrêmement qualitatif pour la nutrition et la régénération de nos sols. Et on estime qu'ils en ont quand même largement besoin. Merci. Merci, Monsieur Novak. Alors, en effet, c'est une des utilisations des déchets par le compost. Et vous avez parlé de Monsieur Marc Ferrieux. Alors, racontez-nous, vous, votre structure, parce que c'est assez original. Ça a retenu beaucoup l'attention ce matin de notre parrain Christian Tête-d'Oie.
c'est une collecte de déchets en mode douce, c'est ça? Alors effectivement, oui, bonjour. Vous voyez sur cette magnifique photo, vous reconnaissez le célèbre Rhône et juste devant la non moins célèbre carriole WeCompost. Et c'est avec cette carriole notamment qu'on fait nos collectes de biodéchets sur toute la métropole lyonnaise et en particulier pour l'instant plutôt sur la ville de Lyon et Villeurbanne. Voilà, donc c'est notre manière de faire. Le principe de WeCompost, c'est collecter, c'est détourner les biodéchets de l'incinérateur pour les valoriser en compost. Et ce compost, c'est un fertilisant 100% naturel et local et qui va permettre d'accompagner les projets d'agriculture urbaine et essayer de développer la végétalisation urbaine. Mais alors, vous les récupérez où? D'où ils viennent, ces déchets? Alors, on peut peut-être regarder une vidéo, je ne sais pas si elle va marcher, et elle va peut-être un petit peu expliquer les choses. Ah, alors allons-y. Est-ce qu'on peut lancer la vidéo? 1 minute, hein, c'est rapide. Alors, vous allez chercher les déchets chez les Voilà. professionnels, donc les restaurants, par exemple? Alors c'est ça, les restaurants, les épiceries, donc tout ce qui est commerce alimentaire, aussi les déchets verts des fleuristes, les bureaux, le marc de café par exemple. Le principe c'est de détourner un maximum de biodéchets de l'incinérateur, parce qu'en fait ce sont des ressources qui, lorsqu'elles sont valorisées, soit en compost permettent un retour à la terre, soit en méthanisation permettent une possibilité de production d'énergie. On va en parler avec voilà. Pablo tout à l'heure. Exactement. Donc là, vous voyez, WeCompost fait partie de l'économie circulaire et avec une dimension ultra locale. On fait tout en vélo, on collecte tous nos déchets sont collectés à Lyon, tous sont transformés à Lyon intramuros et tout le compost est distribué et utilisé à Lyon ou en tout cas sur la métropole lyonnaise. Donc c'est une véritable économie circulaire à circuit court, mais aussi à dimension vraiment locale. Il y a combien de temps que vous avez créé cette structure? Alors, on a créé il y a 2 ans et demi la structure. On est plusieurs associés à l'avoir créée sur des bases de valeurs communes de l'écologie. Donc, c'était comme ça qu'on a pu lancer l'opération et en tout cas l'activité. On a choisi surtout de lancer au départ le projet sur la création de micro-sites de compostage en cœur de ville. L'idée étant de garder, aujourd'hui on fait 100% de nos collectes en vélo remorque avec assistance électrique, mais l'idée c'est de garder cette manière de faire, ce processus de collecte le plus longtemps possible, et donc il faut qu'on soit au plus proche des gisements de biodéchets. Donc pour cela il faut avoir des sites de compostage qui soient en cœur de ville, et donc on a choisi une technique qui est le compostage électromécanique qui nous permet d'avoir une surface foncière assez réduite et ça nous permet donc de nous installer encore une fois en cœur de ville. Combien de salariés? Alors en fait on est 6 dans la société, dont 2 alternants et voilà. Et donc en fait l'idée c'est que ça va grossir progressivement. En tout cas l'idée étant c'est ne pas de produire plus de biodéchets. Hein. L'idée c'est si possible de les réduire, mais de toute façon il en existera toujours et on va essayer de les sauver des méchants incinérateurs. Donc le principe, alors on participe par exemple à différentes expérimentations aujourd'hui.
Alors, une expérimentation menée par la CMA, la Chambre des métiers et d'artisanat, où sont mises en place des collectes mutualisées de professionnels, donc de restaurants, d'épiceries. Il y a 2 territoires qui ont été choisis par la CMA en collaboration avec la métropole de Lyon, donc c'est le territoire d'Oulin et de Villeurbanne-Gratte-Ciel. Et ensuite, on participe aussi avec une opération en collaboration et avec le soutien de Suez, c'est Mon Petit Composteur. L'idée, c'est sur le marché Jean Massé, tous les samedis matins, les foyers qui sont inscrits à cette association Mon Petit Composteur peuvent déposer leurs biodéchets par l'intermédiaire d'un biosac, c'est-à-dire un sac recyclé d'anciennes toiles publicitaires. Et ensuite arriver sur le stand du marché de Jean Massé, déposer ce biosac rempli de biodéchets, en reprendre un propre, hygiénisé et vide, et ainsi de suite. Et nous, WeCompost, on est partenaire de cette opération puisqu'on collecte ces biodéchets et on les valorise. Donc ça, c'est la version artisanale. Et après, il y a la version un peu plus grosse, avec plus de capacité, encore une fois avec le partenaire Suez, où là, on va effectivement participer à l'expérimentation de Lyon 7e, de la métropole, sur non pas la collecte, puisque c'est Suez qui va la faire, mais plutôt sur la valorisation, une partie de la valorisation de ces biodéchets, avec d'autres acteurs locaux, les alchimistes, Racine, et aussi une partie méthanisation avec Ecovalim. Voilà. Ça a été difficile de convaincre les professionnels de vous confier leurs déchets ? Alors pas du tout, parce qu'en fait pour l'instant ce sont des appels entrants. On n'a pas fait de prospection commerciale. D'accord. C'est-à-dire que c'est des professionnels qui ont des convictions bien précises sur l'écologie et qui veulent à tout prix trouver des solutions pour réduire leur impact carbone. Et c'est aujourd'hui 99, alors je ne sais pas qui est le 1%, mais 99% de nos partenaires clients, on en a 70 aujourd'hui, le font par pure conviction écologique, ce tri et cette valorisation des biodéchets, alors qu'il y a un seuil aujourd'hui, une loi qui stipule que dès que l'on dépasse 10 tonnes de biodéchets produits par an, on doit les trier et les valoriser. Ce seuil va descendre à 5 tonnes au 1er janvier 2023 et au 1er janvier 2024, ça va tomber à 0 kg, c'est-à-dire que la métropole ici présente, va devoir trouver voire certainement des solutions pour arriver à proposer le tri et la valorisation des biodéchets à tous les professionnels et tous les citoyens. Et ce sera alors, de la collecte, des points d'apport, tout est possible. Et c'est des sujets importants qu'on peut régler par plusieurs solutions, des manières un peu artisanales et amusantes et sympathiques, avec des petits jolis vélos qui nous permettent de grossir nos mollets, mais avec aussi des solutions plus micro-industrielles pour arriver à adresser tous ces biodéchets. C'est très intéressant. C'est quelque chose qui se développe ailleurs en France ? Oui, bien sûr. En fait, ça a commencé l'historique par la tricyclerie à Nantes, qui alors je sais pas, peut-être 5 ans, a commencé à collecter en vélo les biodéchets. Eux, ils ont choisi la solution du compostage classique, traditionnel, en tas, donc sans l'apport de composteurs électromécaniques. Ensuite, les alchimistes sont arrivés. Et ensuite, il y a d'autres structures qui travaillent de plus en plus maintenant sur cette collecte dans les milieux alors urbains denses. La plupart du temps, ça touche vraiment des métropoles importantes. Alors le geste écologique, on le comprend, l'économie circulaire aussi. Est-ce que c'est rentable ? Pas du tout aujourd'hui. Voilà, on va être clair. Donc, c'est plus rentable de collecter en camion, bien évidemment. Donc, quand on fait nos magnifiques tableurs Excel, on a été accompagné par différents incubateurs, Ronalpia pour l'économie sociale et solidaire, et ensuite Food Shaker, Isara pour le côté écosystème de la food tech. Et en fait, on le savait dès le départ, mais on fait un tableur avec les collectes en camion, c'est rentable. On fait un tableur avec les collectes en vélo, c'est pas rentable. Mais l'intérêt maintenant, aujourd'hui, pour nous, pour qu'on puisse être rentable et peut-être se développer, c'est de mener les deux de front, c'est-à-dire nos valeurs écologiques, notre cyclo-logistique dans l'intramuros, en collectant toujours nos petits clients, les restaurants, les commerces alimentaires, épiceries, fleuristes,
etc. Le faire de cette manière-là, avec des composteurs électromécaniques, et en parallèle avoir un autre site micro-industriel, cette fois-ci, qui permettra de gérer plus de volume, où là, on pourra peut-être sortir des camions. Alors on le fera la nuit tombée quand personne nous verra, sinon ce serait quand même problématique. Non, j'exagère, mais en fait le principe, ce sera pour nous, de toute façon, nos valeurs sont sur l'idée de détourner un maximum de biodéchets de l'incinérateur. Donc si on le fait avec des camions électriques, ça a tout son sens et l'impact carbone est aussi positif. Et la vente de ce terreau, donc, ça marche ? Tout à fait. Donc la vente du compost, c'est un fertilisant. Fertilisant. Et non pas du terreau. Excusez-moi, j'ai pas pris le bon terme. Mais vous avez raison. Non, parce qu'on fait souvent l'amalgame entre les deux. Bien sûr. Et c'est un petit peu différent. Et en fait, oui, ce compost, alors on le vend soit aux particuliers par notre site internet. Donc n'hésitez pas à noter wecompost.fr. Là, vous pouvez acheter un peu de pub, ça fait du bien. Vous pouvez acheter votre volume de compost on le vend sur des points de vente, il y en a 10, à peu près une dizaine à Lyon. Les commerces que l'on collecte, notamment, ce qui est intéressant, c'est pas forcément là où on vend le plus de compost, mais c'est là où on a un élément de sensibilisation très intéressant pour les citoyens. C'est-à-dire que, enfin, les citoyens vont comprendre où partent ces biodéchets, qu'est-ce qu'ils deviennent finalement. Et la matière est sortie d'un magasin, par exemple, sous forme d'un déchet. 2 mois plus tard, parce qu'on a un système qui nous permet de produire en 2 mois, 2 mois plus tard, elle revient sous forme d'un produit qui a une place sur une étagère avec un prix et une valeur. Et là, ça a tout son sens pour expliquer finalement aux citoyens qui est venu dans l'épicerie 3 petits pois, par exemple, rue Sébastien Agriffe, qui voulait acheter ses carottes, qui voit le compost, il va pas l'acheter tout de suite parce que c'est pas forcément la saison, mais il va se dire peut-être que moi, chez moi, à partir de maintenant, avec ma famille ou mes amis, je vais commencer à trier mes biodéchets et à les composter. Donc ça, c'est un élément très important pour nous, c'est cette présence dans ces lieux, lieux de vente. Et après, on vend aussi le compost aux professionnels, et là, aux professionnels donc, de l'agriculture urbaine, les maraîchers, qui nous achètent en plus grand volume, bien sûr, pour pouvoir végétaliser la ville. Bravo, et merci pour ce témoignage. Alors, on a vu que les déchets donc, peuvent être recyclés en compost. Et chez Suez, on a une autre idée, et Pablo Croft, c'est vous qui allez nous en parler, c'est-à-dire qu'on va faire de l'énergie avec les déchets. Bon, tout d'abord, merci beaucoup à l'organisation et à tous les partenaires de l'événement pour cette invitation. Je voyage beaucoup, je présente beaucoup de projets ailleurs, mais c'est spécialement bien de venir à Lyon. Pour 2 raisons. La première, j'adore la culinaire lyonnaise. C'est unique, c'est fantastique. Et la deuxième, c'est que même avec mon accent, tout le monde continue à être sympa avec moi. Donc, merci beaucoup pour ça. Alors, Pablo, parlez bien près du micro, ça sera mieux. Oui. Voilà, parfait. Et bon, mon rôle aujourd'hui, c'est vous parler du projet décisif. Le projet décisif, c'est un projet européen qui était organisé à l'origine par INRAE à Rennes, et Suez est un des 14 partenaires de ce projet. Comme on a parlé aujourd'hui et même ici, on a beaucoup dit, parlé du concept d'économie circulaire, qui basiquement c'est un cadre, c'est une boucle. Donc on a, dans notre cas de cet événement, on parlait de la chaîne de valeur alimentaire. Donc, on a des aliments qui entrent et on a des déchets qui sortent. Mais comment fermer cette boucle? C'est ça le challenge. Donc, on peut minimiser les biodéchets, qui c'est un effort très grand, mais on doit aussi transformer ces déchets dans un matériau qui a encore de valeur pour fermer cette boucle avec l'agriculteur. Donc, cette boucle peut être fermée dans une boucle courte, locale, dans la ville, ou dans une grande boucle dehors de la ville. Aujourd'hui, vous, moi et tout le monde que je connais ailleurs coexistent dans un cadre centralisé. Donc, on produit les biodéchets chez nous, dans les restaurants, dans les hôpitaux, dans les écoles, etc. Et on a un dispositif logistique qui fait la collecte de ces biodéchets, qui les transporte dehors de la ville, pour être traité d'une façon centralisée, de grande échelle. Et après,
on produit du biogaz, de l'électricité, de chaleur et des fertilisants, en grande échelle, en grande quantité ailleurs. Donc, la question que Rennes nous a posée en 2016, avant le début de notre projet décisif, c'était est-ce qu'on peut faire ça, mais autrement, d'une façon qui n'est pas centralisée? Parce que si bien on a d'économies d'échelle, si bien c'est un système avec technologies qui sont déjà ensayées et qui sont tellement bien, fonctionnent très bien, est-ce qu'on peut le faire d'une façon qui évite tous les inconvénients des dispositifs logistiques, par exemple, qui évite que les boucles se ferment ailleurs? Donc, on a pensé à ça et on a sorti avec le projet décisif, qui basiquement, c'est un projet qui a l'objectif d'essayer d'explorer l'option d'une gestion décentralisée des biodéchets dans la ville. Donc, ici, par exemple, je vous donne une photo, je vous montre une photo de la dernière usine de biométhanisation dans laquelle Suez participe, que c'est à Belgique. Comme vous pouvez voir, on voit des personnes autour, c'est une grande usine. On traite là-bas une énorme quantité de tonnes de biodéchets par an. Donc, ça sert une population qui se distribue pour un grand territoire. Donc, en revanche, ça qu'on a parlé dans Décisif, c'est d'un modèle décentralisé. On utilise un réseau de petites unités qui sont en différents endroits dans la ville, à une proximité plus importante du citoyen et de l'endroit où les biodéchets sont produits. Donc, aussi, le traitement est fait d'une façon locale et ça qu'on produit, c'est valorisé aussi dans les quartiers, on dirait, à la ville. Donc, Suez, dans le projet décisif, était responsable de toute la partie de l'ingénierie d'une unité de petite échelle, comme ça que vous pouvez voir ici. On a travaillé avec l'école horticole de Cully, c'était là le site de démonstration. On travaille aussi dans le projet, dans un deuxième site de démonstration à l'Italie, dans le nord de l'Italie, mais ça c'est dans notre contexte technologique. Mais ici, on a transporté cette unité ici, vous pouvez voir les containers avec toute l'unité dedans. Ça, c'est le jour de l'installation finale. On peut voir tous les techniciens qui sont liés à l'opération de l'unité dans les containers. Et ici, vous pouvez voir l'intérieur. C'est très compact. On a utilisé toutes les grandes technologies qu'on met en place dans les usines industrielles. On l'a miniaturisé et on les a réimaginées. Et on a travaillé avec un partenaire externe pour la construction de cette unité de test, en fait. Donc, basiquement, ce qu'on fait ici, est qu'on reçoit les biodéchets autour du site de démonstration à Écully. Même l'Institut Paul Bocuse était lié à cette initiative. Dans cette unité, les biodéchets sont transformés en engrais et biogaz. Le biogaz était utilisé pour le système de chauffage de l'unité et tout l'engrais était traité pour permettre sa utilisation dans une ferme verticale pour la production de légumes. Et naturellement, après, tous ces légumes ont été vendus dans les quartiers de Cully. Donc, on a fermé les boucles localement d'une façon efficace, avec les technologies qu'on connaît déjà, mais avec un dispositif qui s'est complètement décentralisé. Donc, naturellement, on a des avantages ici, on a appris ça, mais on a aussi des inconvénients. Et le projet décisif, c'est exactement ça. C'est un espace d'exploration collaboratif avec la ville de Lyon aussi, pour mieux comprendre quoi est-ce qu'on doit faire pour fournir au marché une solution qui est complémentaire au système centralisé, mais aussi plus en ligne avec les besoins d'une nouvelle ville, des nouveaux besoins du citoyen,
et d'un cadre environnemental qui aussi change comme tout le monde peut voir. Alors, c'est un projet, mais il y a déjà eu une installation. On est bien d'accord, Pablo? Oui, voilà. Exactement. On a l'installation à Écully. Et on a déjà installé les pilotes à Dolina, à la ville de Dolina, dans le nord de l'Italie. D'accord. Alors, pour que ça fonctionne bien, ce système, il en faudrait combien de ces mini... comment on appelle ça? Ces mini-usines? Bon, un des objectifs du projet est de savoir c'est quelle la taille optimale pour ça. La unité à Lyon a une capacité de traitement de 50 tonnes de biodéchets par an. C'est vraiment une petite échelle. Et si on a fait des simulations avec cette échelle, et pour la région de Lyon, on aura à peu près besoin de 160, 180 unités dans tout l'espace. 180 containers pour la métropole de Lyon. Exactement. Alors, c'est quelle dimension ces containers? C'est des containers normaux? C'est des containers normaux. On peut encore faire plus compact, mais aussi on peut mettre en place un dispositif pour les construire de façon souterraine, intégré dans un parc, ou même si on travaille avec des partenaires de construction, de la construction, on peut les intégrer dans un bâtiment. Dans les bâtiments. Exactement. Donc, on a beaucoup de possibilités. Le projet décisif, c'était la première étape de toute cette étude de possibilités. C'est passionnant, hein. On voit que les déchets, finalement, peuvent devenir un trésor. Au départ, voilà, on jette à la poubelle, mais à la fin, on peut s'en servir. Alors, on a quelques minutes. S'il y a des questions dans la salle, nos intervenants répondront volontiers. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Mais vous avez été, mesdames, messieurs, très parfait, parce que vraiment, on a bien compris. Il n'y a pas d'interrogation, du coup, parce que vous avez été très complet dans vos explications. Et c'était vraiment très intéressant, parce qu'en effet, comme vous le disiez très bien, Pablo, la boucle peut être bouclée. Il y a différentes formules à faire. La ville de Lyon s'est engagée, et c'est très intéressant ce que vous avez présenté, Monsieur Novak. Aujourd'hui, Madame Costa, on va réduire les chiffres, forcément. On y est, on commence, c'est un début. En tout cas, je voudrais vous remercier, Madame, Messieurs, d'avoir participé à cette conférence. Je voulais également remercier le public parce que je vois depuis ce matin qu'il y a des gens qui sont là depuis le début. Moi, j'ai attaqué ce matin et je vois qu'il y a des gens qui sont restés toute la journée. Oui, il y avait une question, peut-être? Peut-être une question, monsieur, là-bas, au fond. Allez, avant qu'on conclue. Bonjour, c'est une question pour monsieur de la métropole. Désolé, j'ai oublié votre nom. Je voulais savoir, j'ai cru comprendre que vous appuyez d'abord sur le compost. Est-ce que vous avez pensé aussi à d'autres initiatives pour justement diminuer un peu les déchets et surtout valoriser le gaspillage alimentaire? Diminuer le gaspillage alimentaire, pardon. Je n'ai pas entendu la fin, pardon. D'accord. Oui, alors j'en ai parlé rapidement, mais d'abord, avant la question de comment est-ce qu'on valorise, on a surtout la question de comment est-ce qu'on réduit. On travaille énormément sur la question de la réduction, à travers, je le disais, accompagnement des entités qui produisent les repas, subvention à des associations qui vont faire de l'éducation à l'environnement, de l'éducation au développement durable. À vous de choisir le terme qui vous conviendra le mieux. Marché public, etc., etc. Donc il y a tout cet aspect-là qui est essentiel et on a des budgets qui sont conséquents là-dessus et qui vont en augmentation. Donc je pense que c'est la première chose à avoir bien à l'esprit. Après, au-delà de ça, si la question c'est est-ce qu'on a une partie, on l'a dit tout à l'heure, qui va grossir en méthanisation, ça va dépendre de plein de choses. Nous, globalement, on préférerait donner la priorité au compost dans cette logique, quand j'ai conclu tout à l'heure, où je disais qu'on est sur quelque chose qui nous semble plus résilient, plus low-tech, plus facilement appropriable. Voilà, maintenant, on va voir, parce qu'effectivement, le gisement est relativement imposant. Merci. Eh bien, il est temps de conclure. Je vais être rejointe par mon confrère Vincent Roquen qui a animé en alternance ces conférences. Merci beaucoup.
On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. On a appris beaucoup de choses. Vincent. Et alors, je vous demande encore quelques minutes de patience parce qu'on a un monsieur qui nous a suivi, qui a suivi toutes les tables rondes depuis ce matin. Et il se trouve que donc c'est Alain, un Lyonnais qui a été tiré au sort il y a 2 ans pour le cadre de la Convention des citoyens pour le climat et qui nous donc s'est chargé, en tout cas avec plaisir et bonheur, j'espère, d'avoir une petite réflexion par rapport à tout ce qui a pu être avancé, énoncé, exprimé pendant toute cette journée qui a été quand même particulièrement riche et dense. Donc un grand bravo à vous déjà d'avoir réussi à tout suivre et je pense que voilà, on va effectivement continuer à travailler ensemble. Alors Alain, si vous voulez prendre la parole, venez bien sûr, restez là. Allez, venez Alain, on va vous donner un micro. Venez monsieur. Restez là, très bien. Juste en quelques mots, racontez-nous quand même votre expérience au sein de la Convention des citoyens, parce que ça a été quand même évidemment une aventure qui n'a pas forcément été toujours partagée par tous. Et vous tenez justement à essayer de raconter un peu ça. En quelques mots, s'il vous plaît. Alors d'abord, bonjour à tous. Oui, alors c'était une expérience assez inédite et c'est la première fois que ça arrivait. Il y en avait eu une autre en Irlande avant. Pour légaliser l'avortement. Et ça a été une expérience, donc ça a été proposé par les gilets citoyens, qui s'étaient créés en même temps que les gilets jaunes. Et donc le président de la République, Emmanuel Macron, a accepté donc qu'elle se fasse. Je l'en remercie parce que c'est peut-être pas tous les présidents qui auraient accepté. En tous les cas, voilà. Alors, je précise bien qu'on a été tiré au sort, hein, contrairement à ce que certains médias ont dit qu'on avait proposé notre candidature, c'est faux. On a été tiré complètement au sort à partir de 200 000 ou 300 000 coups de téléphone, triés et enfin au sort quoi aussi. Et à partir de là, ils ont sorti un panel de personnes. Alors 51% de femmes, 49% d'hommes. Et qui touchait toutes les couches sociales, les couches d'âge, hein, ça allait de 16 ans à 81 ans, de tous les coins de France, hein, en rapport bien sûr aux personnes au panel, quoi. Et voilà, donc après on s'est retrouvé à 150 plus 40 personnes en attente au cas où il y a des défections, qu'il y en a eu d'ailleurs. Et ensuite, on a été séparés en 5 groupes, tirés au sort aussi. Hein, on a été tirés au sort, les groupes, pour éviter des phénomènes de lobbying. Et donc, les 5 groupes, c'était se loger, produire et travailler, consommer, se déplacer et se nourrir. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire partie de se nourrir. J'ai estimé que c'était une chance parce que c'est un groupe très intéressant. Et on a élaboré, je vais vous donner quelques chiffres rapides, hein. On a élaboré donc 7 familles de 43 propositions. Bon, je ne vais pas toutes vous les énumérer parce qu'il y en a qui ne concernent pas directement l'alimentation. Mais on avait une première famille de 12 propositions réparties en 4 groupes. C'était d'engager la restauration collective vers des pratiques plus vertueuses. Un autre groupe de rendre les négociations tripartites entre producteurs, transformateurs et distributeurs plus transparentes et plus justes pour les agriculteurs, déjà envisagées par la loi Egalim. Développer les circuits courts, ce qu'on a parlé beaucoup aujourd'hui. Et combattre le gaspillage, ce qu'on vient de parler, combattre le gaspillage alimentaire en restauration collective au niveau individuel. Au sein de la deuxième famille, qui comporte également 4 groupes, il y en a un qui se rapporte au sujet du jour, avec 7 propositions, qui consistait à encourager vers un développement de pratiques agroécologiques. L'agroécologie ne veut pas dire agriculture biologique. Hein. L'agroécologie, on va bien le préciser, pour moi, c'est l'étape intermédiaire entre l'agriculture intensive que l'on connaît actuellement et l'agriculture biologique. C'est l'agriculture, en gros, de nos grands-parents. On ne va pas revenir à l'agriculture de nos grands-parents avec les bœufs pour tirer la charrue, mais c'est une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Une agriculture plus raisonnée. Voilà, raisonnée, respectueuse de l'environnement. C'est le terme qu'on emploie en général.
Alors après, il y a une transition vers un groupe de la 5e famille qui propose de renforcer le fonctionnement des labels et de mettre en place un label pour les produits issus de l'agriculture agroécologique. Et sur tous ces groupes, il y avait 20 propositions et 7 de ces propositions disposaient d'une transcription légistique. Parce qu'il faut bien savoir que les 140, enfin les 150, bon, il y en a eu que 149 qui y sont passés, il y en a une qui a été retoquée. Et sur les 149, le président a mis son veto sur 3, donc on s'est retrouvé avec 146, mais ce n'était pas 146 propositions qui étaient légiférables. Hein, il y en avait à peu près les 2 tiers. Il y en avait dedans, c'était des propositions pour peut-être améliorer des lois existantes déjà par des décrets. C'était des recommandations aussi, parce qu'au niveau, on en a quand même sorti qui touchaient le niveau européen, notamment moi je me suis occupé de la PAC, la politique agricole commune, donc là bien sûr c'est géré au niveau européen, ça pouvait pas aller vers de légiférable au niveau français. Alors il y en a une petite partie avec le plan stratégique national qui a été élaboré pour la première fois. Je ne veux pas vous rentrer là-dedans parce que c'est trop technique. Et donc il faut savoir que sur ces propositions légiférables, donc nous on en avait en tout pour tout le groupe, on en avait 15 qui disposaient donc d'une transcription légistique et donc on en retrouve 7 pour ce qui touche aujourd'hui ce qu'on a parlé aujourd'hui. Comme quoi c'était quand même important, ça faisait la moitié de ce qu'on a sorti sur le groupe Se Nourrir. Voilà. Bon, alors du coup, fort de cette expérience et fort de ce que vous avez pu écouter aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pensé justement de ces honnêtement, échanges ? J'étais agréablement surpris, positivement surpris aussi, parce que je ne pensais pas que sur le bassin lyonnais, autant d'acteurs s'impliquaient. Alors, ce n'est pas toujours, bien sûr, directement pour combattre les gaz à effet de serre, mais ça débouche quand même petit à petit sur cet aspect-là de combattre les gaz à effet de serre. Et ça m'a agréablement surpris. Mais moi, je peux vous encourager tous. Hein. Donc si seulement le restant de la population française pouvait être même 10% impliqué comme vous, ce serait l'Eldorado pour combattre les gaz à effet de serre et aller vers une amélioration de notre climat. Parce qu'on se rend bien compte qu'on va vers... Alors moi, je ne parle pas de réchauffement climatique, je parle de dérèglement climatique. Hein. Parce que si les gens vont vous dire, en regardant cet été, ils vont vous dire « mais il n'y a pas de réchauffement cette année, on se les est gelés tout le temps de l'été ». C'est pour ça que moi, je parle de dérèglement climatique, plus que de réchauffement. Même si, effectivement, ça se réchauffe. Vous avez appris des choses aujourd'hui ? Ah oui, très intéressante. Oui, on avait parlé. Bon, faut savoir aussi qu'on a eu, pour sortir nos 43 propositions, donc en cette famille, on a eu à peu près l'équivalent de 7 à 8 jours, c'est tout, hein. Sur nos 7 sessions. 7 sessions de 2 jours et demi. Et nous, on a essayé de condenser en une journée tout ce qu'on peut entreprendre, en effet, pour cette alimentation durable, pour agir ensemble. Et je crois que vraiment, il y a aujourd'hui des choses qui se sont créées. Cet événement Good va perdurer. On va continuer à travailler, n'est-ce pas, Vincent ? Je confirme. Et en tout cas, merci, monsieur, pour votre témoignage. Moi, je vous remercie aussi de m'avoir invité, hein, déjà en mon nom propre, et puis au nom de mes 149 autres, enfin un petit peu plus, parce qu'on a terminé à 159, mais on a inséré un petit peu les gens qui restaient des 40 qui avaient été prévus en remplacement. Et en tout cas, je vous remercie, Suez, la métropole, le Progrès, de m'avoir invité, quoi, pour pouvoir permettre de vous expliquer un peu ce qu'on avait fait. Et merci à tous nos partenaires qui étaient là. Ça a été une expérience intéressante. Merci. Et ce n'est que le début. Voilà. Bonne soirée à vous. Et puis, je crois que c'est presque l'heure d'aller dîner. Hein. Alors, à très bientôt. Pour de vrai, cette fois-ci.